Comme vous le savez, les principales complications sont cardiovasculaires, pour 50% cardiaque, pour 50% neurologique, et on va s'intéresser à un cas particulier, qui est la baisse du débit sanguin pendant le clampage, qui est la cause du monitorage hémodynamique ou neurologique pendant la carotide. Comme vous le savez, la vascularisation est régulée, néanmoins, sous anesthésie générale principalement, il y a des dysrégulations, par effet de la posture, déjà, la position, avec rupture des artères vertébrales quand on est le cou trop en hyperextension, les effets de l'anesthésie générale sur la PaCO2, sur le remplissage, sur le débit cardiaque et évidemment le shunt. On doit un travail remarquable à l'équipe allemande il y a une dizaine d'années à peu près, qui a décrit quelque chose qui est fondamental, c'est de comprendre ce qu'on appelle le rentrer dans la zone de pénombre, c'est-à-dire que quand le débit sanguin cérébral, qui est normalement au-dessus de cette ligne verte, descend, il ne se passe rien sur le plan cérébral. Et en dessous d'une certaine ligne, on rentre dans une zone de pénombre. C'est quoi la zone de pénombre? C'est la zone d'extinction fonctionnelle, et donc pour nous cliniquement, c'est la perte de connaissance, voire la convulsion. Si jamais le débit sanguin régional chute encore plus, on va rentrer dans une zone de destruction gliale. Le tout étant soit proportionnel à la profondeur de la chute du débit sanguin cérébral ou régional, soit sur la durée. Et donc, on peut se permettre de franchir un petit peu la ligne rouge, mais pas trop. Et donc, il faut absolument diagnostiquer ce passage. Alors ça, c'est fait chez des chats. On sait qu'aujourd'hui, sous anesthésie loco-régionale, on estime cet franchissement de zone, c'est-à-dire les troubles neurologiques cliniques, à peu près 10%. C'est évalué dans toutes les études faites sous ALR. Et donc, on a un objectif péropératoire, c'est de maintenir le mieux possible ce débit sanguin régional pendant l'anesthésie générale et surtout pendant la période de clampage. Voilà. Alors, on peut le maintenir de différentes manières. Il y a le remplissage, il y a les amines, il y a éviter l'hyperventilation pour moduler la vasoréactivité cérébrale. Néanmoins, vous comprendrez sur les images d'avant qu'il faut monitorer. Alors, trois aspects fondamentaux. Le premier, c'est d'essayer de mesurer des flux. Voilà, ce qui sera fait avec les pressions carotidiennes résiduelles ou le Doppler. Les troubles fonctionnels cliniques, donc d'où l'anesthésie loco-régionale qui permet de voir les troubles cliniques, l'électroencéphalogramme et les potentiels évoqués, ou alors suivre l'évolution du métabolisme de l'oxygène et principalement par le NIRS. Alors la première technique et la plus ancienne utilisée, c'est les pressions carotidiennes résiduelles. C'est en France utilisé dans 25% des cas. C'est une technique qui est facile à réaliser. Il suffit de prendre la pression avec une tête de pression au-dessus du clampage, de faire un test. L'inconvénient, c'est que c'est une mesure ponctuelle. On n'arrive pas à le suivre en dynamique pendant toute la chirurgie. Que d'autre part, le seuil n'est pas clairement identifié. Et même dans le Cochrane, on indique des seuils entre 25 mm le plus bas et 50 mm. Voilà. Alors, certains, dans les auteurs, ont rajouté la notion de pulsatilité, mais on a beaucoup d'études discordantes, et d'ailleurs, on a une grande étude qu'on doit à Hans, donc il y a une petite dizaine d'années, c'est plus de 300 carotides sous ALR consécutives, mesurées pression carotidienne résiduelle et électroencéphalogramme, et la courbe de Rock que de la pression carotidienne résiduelle n'est pas bonne, puisque sa sensibilité n'est que de 56%. Le deuxième aspect, c'est de mesurer les flux sanguins. Donc vous connaissez tous le Doppler transcrânien. Alors il est essentiellement utilisé en neurochirurgie, en neuroréanimation. Il a un inconvénient, c'est que ça nécessite une installation qui est pas facile et que quand on est sous les champs opératoires, il est difficile d'abord. Il y a un côté qui est abandonné obligatoirement et de l'autre côté, il est difficile d'avoir un flux en permanence pendant toute l'intervention. Aujourd'hui, on reconnaît des seuils différents. Quand on regarde la littérature, la dernière il y a même pas un an par des Coréens qui avaient pris moins 30% de chute de la vélocité moyenne comme seuil. Certains prennent 50, certains prennent 70, ce qui explique certains résultats disparates dans la littérature. Et de toute façon, il faut aussi tenir compte que dans 10 à 15% des cas, il n'y a pas de fenêtre pour pouvoir voir l'artère moyenne. Donc c'est pas un examen qui est facile à utiliser en chirurgie de la carotide, et qui, en France, à ma connaissance, n'est quasiment pas utilisé, hormis pour faire des études. Le deuxième moniteur qui peut être utilisé pour la surveillance, et la surveillance fonctionnelle, c'est l'électroencéphalographique. Alors, il est très peu utilisé en France, il y a que 2-3 centres qui l'utilisent, c'est historique, ça nécessite pas mal d'entraînement, et surtout un médecin un neurologue entraîné à l'interprétation. Sa sensibilité est moins bonne sous anesthésie générale que sous anesthésie loco-régionale, et c'est sous anesthésie loco-régionale qu'on a quasiment validé cette technique. Voilà. La seule chose que l'on sait sur les dernières publications, notamment encore Hans, il faut un nombre de canaux important, donc il se peut effectivement qu'entre des vieilles publications et des publications plus récentes, où on ait gagné plus de canaux, sa sensibilité se soit améliorée, mais je vous montrerai une belle méta-analyse tout à l'heure.
Enfin, les potentiels évoqués, c'est une stimulation périphérique et une mesure corticale, et on prend comme ça une baisse de 50% au niveau cortical. Ça peut être utilisé en complément de l'électroencéphalogramme, c'est très peu utilisé en pratique clinique, en tout cas dans la carotide. Et enfin, le NIRS, qui est plus mon domaine de prédilection, c'est donc l'utilisation de longueurs rouges et infrarouges qui pénètrent très bien dans le tissu, avec des algorithmes qui sont absolument pas propriétaires de l'industrie, mais qui sont publiés par l'INSERM, qui permettent de mesurer en transcutané l'oxymétrie tissulaire sur un tissu qui est à peu près 1,5 cm sous la peau. C'est la profondeur moyenne qui est mesurée pour les photons qui sont réfléchis et revenus à la surface entre un émetteur et un ou deux récepteurs. Voilà. Donc 1,5 cm, on est bien dans le cerveau. Si c'est mis. Néanmoins, cette technique a un certain nombre de limites théoriques. Alors théorique, premièrement, c'est le sinus. Il faut être relativement haut pour mettre les électrodes. Si on les met trop bas, on risque de taper le sinus, donc on n'a absolument pas de cerveau. La deuxième chose, c'est les patients très âgés. En décutus latéral avec l'atrophie, on peut être largement au-delà de 1,5 cm pour avoir le cerveau, ce qui peut donner souvent des faux positifs ou des faux négatifs. Voilà. Et puis les hémoglobines anormales, ça j'en parlerai pas. Alors, je vais vous présenter 3 études qui sont à mon sens fondamentales, parce que la première critique qu'on dit, c'est que le NIRS, ça ne mesure pas le débit sanguin cérébral. Alors c'est vrai que ça ne mesure pas le débit sanguin cérébral, ça mesure un paramètre accessoire. Néanmoins, une première publication qui vient des équipes de l'aérospatiale française, qui se sont amusées à mettre des singes dans des centrifugeuses, à 2 vitesses différentes, jusqu'à perte de connaissance. Et quand on met pas de pantalon anti-G à quelqu'un et qu'on le fait tourner à 8 ou 15 G, il y a un arrêt circulatoire cérébral qui est validé. Et donc, ils ont mesuré que la perte de connaissance survenait lorsque le NIRS baissait de 15%. Donc ça, c'est irréfutable. La deuxième équipe est une équipe japonaise qui, elle, a occlu des carotides avec des ballons. Donc c'est des patients qui nécessitaient une chirurgie URL avec sacrifice de la carotide, et on fait des tests d'exclusion préopératoires pour savoir si on peut réaliser cette chirurgie. Et dans un certain nombre de cas, donc un certain nombre de patients ont présenté un dysfonctionnement, et donc eux, ils ont quasiment mesuré par l'imagerie fonctionnelle ce qui se passait en occluant la carotide. Donc ça, c'est des patients sans trouble, et ça, c'est des patients avec effondrement du débit sanguin régional unilatéral. Et pour ce groupe de patients-là, la chute de NIRS était supérieure à 9%. Ce qui valide bien que le NIRS mesure bien quand même une baisse de débit sanguin cérébral. Néanmoins, il persiste un problème, c'est de savoir dans quelle zone on mesure. Ça, c'est la même modalité, c'est une occlusion au ballon en neuroradiologie interventionnelle, donc une occlusion de l'artère sylvienne, cette fois-ci, donc bien plus en amont que la carotide. Et on a fait du NIRS par un casque que vous voyez ici, qui est un casque multicanaux NIRS, qui permet de faire à peu près 16 mesures de chaque côté. Et on voit bien qu'il y a une baisse de NIRS sur une des électrodes, mais pas sur toutes. Ce qui montre bien qu'un des problèmes que l'on va rencontrer avec le NIRS, c'est qu'on n'est pas capable de mesurer avec du NIRS industriel et non expérimental toutes les zones du cerveau. Or, pendant le clampage carotidien, on n'a pas forcément une souffrance totale de l'hémisphère, on peut avoir qu'une seule région qui soit mal vascularisée. Alors, autre point de vue qui est intéressant sur le NIRS, c'est le matériel que l'on dispose aujourd'hui en France. Il y a 5 moniteurs qui sont distribués aujourd'hui en France. Donc, sur le plan historique, c'est Invos, qui est devenu Medtronic, donc c'est le plus ancien, le Niro, le Foresight un peu plus récent, et puis l'Equanox et dernièrement Massimo. Alors, une particularité de tous ces moniteurs, alors j'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie, mais 90% des publications viennent de là. Là, on en a 3-4%, 5% et presque rien. Voilà. Et je dis ça pourquoi ? Parce qu'en 2017, il y a eu une alerte sur l'Agence sanitaire du médicament qui, sur l'utilisation du NIRS, faite sur un appel sur un médecin qui faisait des comparaisons de NIRS et qui n'a pas vu d'événements neurologiques graves lors d'ECMO, donc en chirurgie cardiaque. Et donc, la conclusion, c'est de dire que chaque moniteur est différent, ce n'est pas comme la SPO2, et que chaque moniteur doit fournir ses valeurs de seuil et ses valeurs de chute, et qu'ils ne sont pas à prendre les uns pour les autres. Alors, un papier qui est très important, qui a 3 ans seulement, c'est une méta-analyse de GEC qui regroupe à peu près 4500 procédures de chirurgie carotidienne sous anesthésie loco-régionale. Il y a 29 études retenues, comparaison plusieurs moniteurs. Voilà. Tous, globalement, alors ils avaient comme cut-off, qui était la perte de connaissance. Donc, l'indication de mettre un shunt. Toutes les études sont positives, donc toutes ont un lien significatif avec la perte de connaissance. Néanmoins, pour avoir une très bonne courbe ROC, il a fallu qu'ils associent 2 paramètres.
la pression carotidienne résiduelle, plus un moniteur. Donc là, on a les 4 technologies, qui sont l'EEG, les potentiels évoqués, le NIRS et le Doppler. Voilà. Tous sont positifs, tous ont une courbe de ROC qui est de qualité pour un diagnostic de perte de connaissance. Voilà. Néanmoins, la petite différence vient peut-être du fait qu'elles soient tous sous anesthésie loco-régionale. Il n'y a pas l'effet de l'AG sur l'EEG, mais toutes sont positives. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir si non seulement ça marche, mais si c'est utile. Donc j'ai mené, de 2010, sous l'égide du ministère de la Santé, une analyse multicentrique où on a inclus 904 patients sur 4 ans et demi dans 19 centres hospitaliers, pour lesquels le design est assez simple. On a suivi les patients de la consultation jusqu'à 4 mois, le patient et sa famille. On lui a fait toute une batterie d'examens cliniques, neurocognitifs, IRM préopératoire, IRM post-opératoire. Donc c'est des IRM fonctionnels pour mesurer le nombre de nouvelles lésions à l'IRM en post-opératoire. On a suivi les patients pendant 4 mois sur le plan médico-économique. Et en péropératoire, on a fait un double aveugle. Donc on a fait un groupe enregistré mais avec un écran qui était éteint, et un groupe NIRS utilisé pour lequel, s'il y avait une baisse de NIRS de plus de 15% entre le début de l'anesthésie et le déclampage, il y avait un algorithme de traitement. Donc un algorithme où on était tombé d'accord et qui reprend un petit peu les principes de Murkin en chirurgie cardiaque, qui sont l'augmentation de la FiO2 pour éviter l'hypoxémie, qui sont sous anesthésie générale la diminution de la ventilation alvéolaire pour remonter la capno, pour vasodilater, le remplissage vasculaire, et exclusivement après la mise de shunt. Donc un des points que l'on n'avait pas contrôlé, enfin qu'on ne pouvait pas mettre en randomisation, c'était le shunt, puisque les équipes ne voulaient pas participer si on imposait le shunt sur un algorithme. Donc on a juste contrôlé toutes les raisons de mise ou pas mise de shunt. Alors les résultats sont les suivants. Donc on a inclus 904 patients, en population de full intention de traiter, il y en a 840 retenus. Donc on a autant de baisse de NIRS dans les 2 bras, ce qui est logique, puisque l'algorithme venait que si ça baissait, donc jusqu'à là on n'est pas surpris. Donc on a les FiO2 été plus élevés dans le groupe traité, le remplissage a été supérieur dans le groupe traité, néanmoins on s'aperçoit que dans le groupe aveugle et dans le groupe traité, on a la même ventilation péropératoire, c'est-à-dire pendant le clampage, c'est-à-dire que l'optimisation ventilatoire a été faite dans les 2 groupes, dont un aveugle. Voilà. Ça je vais passer, ça va vite, Alors, premier résultat qui vous intéresse, c'est la sous-population sous anesthésie loco-régionale. On avait 200 patients sous ALR pour 600 sous anesthésie générale. On a eu 23 troubles neurologiques, 22 pertes de connaissance, 1 convulsion, ce qui représente 11%, comme la littérature. Et on s'aperçoit que la baisse maximum du NIRS est nettement supérieure dans le groupe perte de connaissance, que l'air sous la courbe, en pourcentage minute, est 10 fois supérieur, et que la durée est aussi supérieure. Et en fait, on fait une courbe ROC identique à ce que d'habitude. Alors on ne voit pas toute la diapo, c'est dommage. Mais l'indice de Udon, qui calcule automatiquement le cut-off, c'est-à-dire l'aspect idéal entre sensibilité et spécificité, montre que le cut-off est de 17% pour utiliser ce moniteur. Donc ça fonctionne bien, ça détecte bien les troubles neurologiques fonctionnels. Après, est-ce que ça change le devenir des patients? Là, c'est hélas non. C'est-à-dire que le nombre de complications pendant l'hospitalisation est la même, la durée d'hospitalisation est la même, le retour à domicile est le même, et à l'imagerie, il n'y a pas de différence significative entre les 2 bras, et 16% de patients présentaient une nouvelle image, qui est essentiellement dans 90% des images emboligènes. Et sur le plan médico-économique, nous n'avons pas trouvé non plus de différence médico-économique, donc c'est ce qu'on appelle le QALY, c'est l'année en qualité de vie ajustée, il n'y a pas de différence à 4 mois entre les 2 bras, ni en termes économiques. Donc en conclusion, on sait que la majorité des troubles neurologiques fonctionnels sont dus d'origine embolique. Néanmoins, il y a bien une indication à surveiller le passage de bas débit sanguin cérébral au moins unilatéral dû au clampage, qui survient dans 10% des cas. Il existe des moyens thérapeutiques de faire face à une baisse de débit sanguin cérébral unilatéral, que ce soit médicamenteuse ou technique par le shunt. Il y a donc une indication théorique à monitorer de façon hémodynamique le cerveau de nos patients. Néanmoins, le choix viendra sur différents types. C'est soit le choix du coût, de la formation nécessaire, ou de l'organisation de service qui est au bloc opératoire. Même si aujourd'hui, dans notre publication, donc qui va bientôt paraître, on n'a pas trouvé de différence dans le devenir des patients. Je vous remercie. On aime bien pouvoir tout monitorer, mais on ne maîtrise pas tout. Alors l'inconvénient, effectivement, c'est qu'une partie des complications sont liées essentiellement à la chirurgie.
Donc ça, on pourra rien y faire en changeant nos algorithmes d'anesthésie. Après, nous, dans notre étude, on montre bien ce qu'on confirme dans la méta-analyse, c'est-à-dire qu'on est capable de bien faire le diagnostic de l'entrée dans la région de pénombre, donc un trouble fonctionnel. Et personnellement, si on m'opérait, j'aimerais pas être dans cette zone-là. Parce qu'on ne sait pas si on est juste en dessous et c'est pas grave, ou si on va rentrer dans une période de destruction gliale. Alors après, on peut dire, c'est des gens de 77 ans qui sont âgés, des petits troubles neurocognitifs derrière, c'est mieux qu'un AVC de pas les opérer. Je suis bien d'accord. Voilà. Néanmoins, j'aimerais mieux guider correctement le shunt, en tout cas, et l'optimisation. Il y a une chose que je vous ai pas montré dedans, mais nous, on a eu 70 shunts posés, donc on a les IRM pré-op et post-op, et le nombre de lésions quand on met un shunt est 2 fois supérieur lorsqu'on n'en met pas. Donc le shunt est lui-même pourvoyeur d'emboles cérébraux. Alors c'est des micro-emboles, hein, c'est de l'imagerie, on est bien d'accord, mais j'aimerais pas avoir moins dans mon cerveau des petits troubles supplémentaires pour rien. Je te remercie d'avoir dit ça, parce que moi c'est clairement comme ça que je l'utilise aujourd'hui, c'est pour motiver le chirurgien à ne pas mettre de shunt. Voilà. Parce que je pense qu'effectivement le shunt est un vrai problème.